À partir de 2004, une série de romans s'appelant Yowamari Sensei, ou le professeur veilleur de nuit en français, vient occuper les étagères des librairies nippones. Signés de la main d'Osamu Mizutani, ces ouvrages sont autobiographiques et racontent comment cet homme, professeur dans un lycée de nuit, passe ses soirées dans les rues de Yokohama à essayer d'aider les enfants qui croisent son chemin. Radio, romans, reportages télé, conférences dans les écoles, il use de tous les différents moyens de communication à sa portée pour faire passer son message aux enfants de la nuit, celui qui dit qu'il est là pour les aider. Du coup, en 2005, quand Shogakukan vient lui proposer de mettre son histoire en images, sous les coups de crayon de Seiki Tsushida, il voit là une opportunité de plus d'atteindre les cœurs de ceux qu'il essaie de sauver. La collaboration entre l'homme qui quitte l'enseignement fin 2004 contre son gré, après 22 ans de carrière, ce qui lui permettra de se consacrer pleinement à son combat, et le dessinateur de Under the Same Moon va aboutir à la création de 9 tomes. Dans ceux-ci, on retrouve diverses histoires courtes fictionnelles, mais qui prennent tout de même pied sur ce qu'a vécu Mizutani. Bien souvent longues d'un seul chapitre, les péripéties s'étendent parfois sur 2 à 3 d'entre eux, et il n'existe pas de fil rouge entre les histoires. Un one-shot spin-off voit le jour en 2009, quelques mois après la fin de la publication du 9e tome. Dans celui-ci, on suit une seule histoire sur 5 chapitres, suivie d'une entrevue entre Osamu Mizutani et la personne qui l'a aidé, Jun de son prénom, et qui est mise en image dans ce volume. Les 9 tomes du manga et le spin-off sont publiés par Casterman dans leur collection Saka au prix de 7,45 €, ce dernier étant présenté comme le 10e numéro de la série. Certains tomes sont très durs à trouver en librairie, probablement parce qu'ils sont trop occupés à travailler sur une 45e édition d'un manga de Taniguchi, au lieu de réimprimer leurs autres séries. En attendant, je vous invite à aller voir si vos médiathèques les ont, ou sinon, vous savez très bien quoi faire, genre des petits sites parfaitement légaux, évidemment, clin d'œil, clin d'œil. En 2012, 3 mois après avoir soufflé sa 43e bougie, Seiki Tsushida expire son dernier souffle. En son honneur, Shogakukan publie un nouveau one-shot lié à Blessure Nocturne qui s'intitule Kibohen, le livre de l'espoir. On retrouve dans cet ouvrage 3 chapitres du dessinateur réalisés de son vivant et inédits dans les versions reliées de la série, des illustrations et des histoires réalisées par d'autres mangaka. Au moment de la sortie de cette vidéo, cet ouvrage n'a pas été publié en France, probablement parce qu'il bosse sur une 46e édition d'un manga de Taniguchi. Avant de passer à la partie suivante, une petite anecdote croustille sexy sur Osamu Mizutani. Alors qu'il étudiait la philosophie à l'université, il finit par en avoir marre de ne pas trouver de réponse à ses questions. Ainsi, il décida de mettre le cap sur l'Europe et plus précisément en Allemagne, avant de, par la suite, poser ses bagages en France. Et le métier qu'il exercera pour se remplir la panse sera celui d'homme canon dans le cirque Bouglione. Mais ses tirs étant trop maladroits, ils lui retirèrent le poste pour faire de lui un clown. Et il se retrouva dans un rôle où, comme il le dit lui-même, « Ma maladresse est devenue un atout ». Finalement, il retournera au Japon en 1977 pour reprendre les études de philosophie avant de devenir professeur en sciences sociales. Osamu Mizutani est un professeur dans un lycée du soir. Une fois la cloche de fin du dernier cours sonnée, il enfile son long manteau et se rend dans les rues de la ville. Il en épluche les moindres recoins à la recherche d'enfants qui se droguent, qui se prostituent, qui entrent dans des gangs, etc. Son intention est simple. Il veut offrir une main, une oreille, enfin non. Il veut offrir son être tout entier à ces gamins et leur dire qu'il est là pour les aider. Osamu Mizutani est né en 1956 dans une famille qui brandit le drapeau rouge orné de la faux et du marteau. Son père, professeur d'université, avait été soupçonné d'être membre de l'armée rouge japonaise. Il meurt alors que son fils n'a que 3 ans. Ce dernier est alors, dans un premier temps, élevé par une mère qui est elle aussi communiste, avant d'être envoyé chez sa grand-mère car celle qui l'a mise au monde n'arrivait pas à subvenir à leurs besoins respectifs. Héritant de la politisation de ses parents, il devient lui-même membre du parti et va être un activiste depuis les bancs de l'université. Pour les idées qui sont les siennes, il fera un court moment de la prison. Imprégné de cette idéologie qui souhaite un monde sans État et sans prison, naîtra chez Mizutani du mépris pour la police et pour l'État. Un sentiment d'autant plus renforcé par le constat que l'État nippon reste aveugle et sourd aux problèmes des enfants dont elle a la charge, laissant ce rôle à la police ou à des organisations officielles qui abordent la question sous un angle moralisateur et punitif.
Le veilleur de nuit, pour sa part, exprime très clairement sa position dans les histoires qui rythment les tomes. Il n'est pas là pour juger et moraliser, il va écouter, conseiller. Il ne rabaissera pas, ne fera pas de la personne une coupable de sa condition. Il tend la main et dit simplement que si quelqu'un souhaite s'en sortir, alors il est prêt à être son phare dans la nuit. Et si échec il y a, le regard qu'il pose sur l'autre ne changera pas. On n'y verra ni déception ni colère. Bien que les histoires ne se suivent pas dans un ordre chronologique, on peut estimer qu'elles se déroulent principalement dans les années 90. C'est une période compliquée pour le pays du soleil levant à cause de la crise économique, d'origine financière, qui vient leur mettre une balayette. Qui dit contexte économique compliqué, dit contexte social qui se détériore. Hausse des violences, augmentation du nombre de familles monoparentales et la pauvreté qui essaie de s'insérer partout où elle le peut. Ce manga nous expose cette réalité. Cette œuvre est un grand coup de pied dans la fourmilière de ceux qui ne jurent que par la responsabilité individuelle et la méritocratie. Pratiquement tous les épisodes que vous aurez l'occasion de lire ont pour personnage principal des gens sans le sou. Et oui, l'égalité des chances, caractéristique nécessaire au fonctionnement d'une méritocratie, quand elle est couchée sur le papier, ça fait de belles rimes, mais une fois prononcée à voix haute, ça sonne faux. Dans pareil contexte, comme le dit judicieusement le Joker à Batman dans The Killing Joke, il suffit d'une mauvaise journée pour que tout parte en couille. Inversement, parfois, il ne suffit que d'une personne pour réussir à nous sortir d'une mauvaise passe. Une seule personne pour nous convaincre qu'on a le droit de rêver. Une seule personne pour croire que demain peut être un jour heureux. Une seule oreille ou une seule main, ça ne se résume des fois qu'à ça. Osamu Mizutani a décidé d'être cette personne. J'ai une pote qui s'appelle Colline, et s'il vous plaît, soyez poli, dites-lui bonjour en commentaire. C'est ma fan numéro 1, et je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Colline, elle aime les mangas légers, souvent avec de la romance, et qui lui font du bien. Quand je lui recommande une lecture en lui disant que oui, c'est poignant, pas toujours facile à lire, mais vraiment bien, elle refuse toujours catégoriquement. Alors Colline, je te le dis, ce manga est beaucoup trop dur pour toi. Si vous êtes une Colline, ne lisez pas cette œuvre. De nombreux sujets extrêmement durs y sont abordés. Drogue, prostitution, actes sexuels illégaux par l'âge ou par l'absence de consentement, quand ce n'est pas les deux à la fois, et tout plein de joyeuseté de ce genre. Les scènes de sexe sont énoncées par le texte ou évoquées avec pudeur par le dessin, mais jamais frontalement exposées à vos yeux. Et il en est de même pour les scènes où la mort se glisse dans la peau du personnage principal, qu'elle y soit invitée ou qu'elle y impose sa présence. Même si les multiples histoires que l'on découvre au fil des pages vous tordent les boyaux, elles valent la peine d'être lues. On a tous nos blessures, certaines plus longues que d'autres ou plus profondes. Que les fardeaux qui pèsent sur vos épaules soient légers ou simplement des bibelots de votre passé, ce manga vous servira de piqûre de réalité et par là même d'empathie. Mais s'il s'avère que le poids de votre fardeau vous semble trop fort pour vous permettre d'avancer, ce manga est fait pour vous. Si vous ressentez le besoin de crier à l'aide, mais que vous avez l'impression que ce serait inutile parce que personne ne vous entendrait, lisez ce manga. Parce que s'il fallait résumer les 10 tomes en une phrase, en substance, on pourrait simplement dire que personne n'est une île, des gens sont prêts à vous tendre la main, prêts à construire des ponts entre eux et vous, prêts à vous faire comprendre que demain peut rimer avec nouveau départ. Alors, juste pour aujourd'hui, laissez-vous une chance. Pour ceux qui voient dans ce que je viens de dire seulement quelques phrases que j'ai essayé de bien écrire, alors tant mieux pour vous. Pour les autres, je vous mets des numéros à l'écran. N'ayez pas honte de les appeler. Vous allez pleurer à chaudes larmes. Nez qui coule, yeux rouges, la totale. N'essayez même pas de vous regarder dans un miroir durant votre lecture, vous allez être moche. J'ai pleuré, beaucoup, en lisant cette œuvre. Mais sachez-le, je ne pleure que rarement de tristesse devant quelconque forme d'art. Mes robinets lacrymaux sont reliés aux scènes de joie ou d'espoir. Et si j'ai eu l'impression que le plombier chargé de venir réparer ma canalisation était en vacances durant ma lecture, c'est parce que Blessure Nocturne se noie dans ce genre de moments. Et comme la température ambiante de l'eau est particulièrement froide et sombre dans cette œuvre, les moments de chaleur n'en sont que plus appréciés. Le coup de crayon réaliste de Seiki Tsushida, sa gestion des noirs, sa mise en scène très fluide, rend parfaitement hommage aux histoires inspirées de la vie d'Osamu Mizutani. Et par la qualité des premiers susnommés, l'immersion est parfaitement réussie, nous laissant vivre pleinement ces drames humains. Tout ça est réalisé sans forcer le trait, en subtilité. Les deux hommes n'essaient pas de nous imposer quelconque forme d'émotion, ces moments de vie se suffisent à eux-mêmes. Pas besoin de rajouter d'artifice quand les mots inspirés d'une histoire vraie clignotent en rouge dans la tête du lecteur. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette œuvre.
J'espère aussi qu'un jour les gens exerçant le même métier qu'Osamu Mizutani n'auront plus de raison d'exister. C'est peut-être utopique de penser ça, mais s'il y a bien quelque chose que je retiens de ma lecture, c'est que j'ai le droit de rêver d'un lendemain meilleur. Alors, juste pour aujourd'hui, je vais continuer d'y croire.